Bien, bonsoir à tous pour ce rendez-vous design et lumière organisé par la plateforme de la création architecturale. Alors ces rendez-vous, ils sont nés il y a 2 ans dans ce même lieu, évidemment où déjà les lumières de l'architecture s'expriment très souvent. Mais là, on voulait mettre un focus particulier à l'époque sur cette question du design, c'est-à-dire des choses qui pouvaient aussi venir de l'industrie. C'était le premier thème qu'on a posé ici et basculer dans le monde culturel, je veux dire celui de l'architecture. Alors, on avait réuni pour la première table ronde Jean-Marc Ibos, Francis Solaire, que je remercie d'être là encore ce soir, Vincent Parera, pour justement montrer à travers, parce que ce sont des architectes qui font pas du tout le même travail, mais que justement ce thème, eh bien, si je puis dire, si vous me passez l'expression, il tenait très très bien la route et que le travail de la lumière, évidemment, et je pense qu'un professeur d'architecture comme les Bernard va évidemment nous le prouver encore ce soir, c'est évidemment le matériau numéro 1 de l'architecture. Et puis ensuite, on a parlé de l'espace public, on avait changé d'échelle, on avait parlé de quand la nuit vient, eh bien, comment la lumière prend le relais. Et à ce moment-là, à cette place, il y avait Yann Kersalé, qui évidemment, grand artiste qu'il est et autres, était dans une sorte de discussion avec Mathias Armango, jeune architecte, théoricien et autres, qui a essayé de le bousculer sur son propre terrain. C'était assez intéressant. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire du truc, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une perspective avec justement toute une ligne intéressante. Et puis après, on s'est intéressé, et voilà qui va nous amener à des sujets peut-être que Bernard va explorer sur la question de la scénographie, la question spatiale. Comment la lumière peut être spatiale? Eh bien, des gens comme Data, Projectile, les Raum, donc plutôt des jeunes architectes sont venus ici exposer par leur travail, eh bien, là encore, cette dimension. Et puis, évidemment, on ne pouvait pas non plus esquiver la question du bâtiment public. Alors, on avait un merveilleux prétexte, c'était le palais de justice, le nouveau palais de justice à Batignolles. Et donc, Bernard Platner, donc on pourrait dire un des partenaires historiques de Renzo Piano, eh bien, nous est venu ici nous expliquer à l'échelle d'un grand bâtiment comme ça, comment le design et la lumière pouvaient faire plus que bon ménage. Et le dernier, et ça va nous tout de suite presque introduire le thème de ce soir, c'était Marc Barani. Alors Marc Barani, je lui dis, tu sais ici, que, je sais pas, vient parler d'un projet dans lequel la lumière aurait une importance particulière. Eh bien, ce qu'il a fait, il est revenu avec lumière avec un S et il a fait une sorte de thème transversal. Justement, il a esquivé la question très très habilement, avec beaucoup de talent comme il sait faire. Et voilà. Et donc, ça nous amène à cette question fondamentale de la lumière. Et ce soir, j'adore ce détournement de Cybèle en son miroir par Bernard Desmoulins, qui est la séquence de ce soir. Je le remercie beaucoup. Et évidemment, c'est une discussion. Premier temps, la conférence, et ensuite, n'hésitez pas à poser des questions et d'intervenir sur les thèmes qu'il va ouvrir. Merci Bernard. Merci Francis. Quand Francis Rambert m'a demandé de parler un petit peu comme ça de la lumière, je me suis posé la question parce que, en fin de compte, quand on fait un projet, on ne dissèque pas forcément chaque élément. C'est-à-dire qu'on ne sépare pas l'espace de la lumière, des matériaux. En fait, on a une vision un peu globale, comme ça. Donc, peu à peu, ça m'a amené à réfléchir. Ça fait à peu près, je crois, 1 ou 2 mois que Francis m'avait proposé de venir ici. Donc, je me suis posé un petit peu la question de savoir comment la lumière intervenait dans le projet. Alors, quand on parle de lumière, il faut préciser, est-ce que c'est de la lumière artificielle, est-ce que c'est de la lumière naturelle? Et évidemment, les deux, peu à peu, se mélangent. Voilà. Alors, il se trouve que j'ai fait quelques scénographies, j'ai travaillé sur plusieurs musées. Donc, la notion de lumière intervenait naturellement, quoi, sans jeu de mots. Et je me suis dit, je ne vais peut-être pas parler de ça, parce que quelque part, quand on parle de la lumière artificielle, quand on parle de la lumière dans les musées, c'est vrai qu'on partage tout un travail avec les conservateurs, avec les directeurs de musées, avec les spécialistes lumière, etc. Et peu à peu, paradoxalement, le sujet nous échappe. C'est-à-dire qu'il devient tellement technique, tellement précis, tellement contesté ou admis, que quelque part, l'architecte, le scénographe,
c'est un sujet qui lui échappe dans la mesure où l'œuvre devient l'objet central, par nature, mais échappe un peu au travail imaginatif, au travail créatif. Je me suis aperçu qu'il y avait une idée un peu plus large de la lumière, pour moi. C'était, je crois que j'emploie le mot, c'était le reflet. C'est-à-dire comment la lumière arrive, comment la lumière est captée par la matière, par un matériau, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et cette notion de reflet, peu à peu s'installer dans le parcours que j'ai pu avoir sur différents bâtiments, est toujours apparu. Alors, voilà, ça c'est une des... Évidemment, c'est une petite scénographie que j'avais fait tout jeune à la Villa Médicis à Rome, où on m'avait demandé de présenter certaines œuvres d'un graveur, où il fallait aménager le grand salon d'honneur, qui est la pièce centrale à Rome, et dans un lieu qui avait été restauré par le peintre Balthus. Donc la difficulté, c'était surtout de comment pouvoir présenter un dispositif, je vais peut-être me mettre là, peut-être, un dispositif pérenne, sans toucher les fameux enduits de Balthus. Voilà. Donc on a imaginé tout un système, et après s'est posé le problème d'éclairer ce dispositif de présentation, qui était constitué de cadres en cuivre noirci. Et comme on avait un tout petit budget, je suis allé tout simplement à la Rinascente, qui est une sorte de Monoprix italien, acheter des ampoules, et avec des artisans italiens, on a créé, l'air de rien, ces petites lumières. Et voilà, je ne sais plus si elles existent aujourd'hui. Alors ça c'était. Alors ensuite j'ai dû travailler bien plus tard sur le musée des Arts Décoratifs à Paris, qui est dans l'aile de Marsan du Louvre, et où là aussi on s'est posé le problème de l'éclairage des œuvres, sachant que le musée des Arts Décoratifs, c'est à la fois. Alors je vais pas vous les montrer tous parce que ça pourrait être assez fastidieux, mais on devait aussi bien exposer des tapisseries qui avaient une fragilité exceptionnelle, avec du mobilier, des petits objets, enfin bref. Et le problème de la lumière, évidemment, naturellement se pose. Donc ça illustre le propos précédent en disant la lumière artificielle, peu à peu, elle nous échappe parce que sur simplement une œuvre comme celle-ci, il y a à peu près 50 intervenants, en disant 3 luxe, etc. Bon, ce sont des débats qui peu à peu deviennent très très techniques. Alors voilà, une vitrine qu'on a dessinée, où là aussi, comment l'éclairer. Enfin, ça fait partie du travail de scénographe. J'en ai fait pas mal, mais j'ai trouvé que le propos pouvait être ailleurs. Voilà. J'ai travaillé très jeune aussi sur la lumière naturelle. Ça, c'était à Fréjus, ou la lumière méditerranéenne, où la lumière est vraiment la matière première. Voilà. C'est comment on la diffuse, comment elle permet de dessiner au sol certains motifs. Voilà. On essaye de travailler. Voilà. On essaye de la contrôler. On essaye de créer des ambiances. Et la lumière méditerranéenne, évidemment, est une lumière particulière. Hein. Voilà. Pardon. Voilà. Et puis, voilà. Alors, je vais commencer en fait ici. C'est quand je parle souvent de cette œuvre de Caravage qui s'appelle Narcisse, qui est à Rome, à la Galerie Antica de Rome. Et elle exprime une forme de perfection, puisque, voilà, Narcisse qui regarde son reflet. Et c'est une composition géométrique parfaite, puisque on voit que cette figure, donc, qui définit une symétrie entre l'objet et son reflet, sépare pratiquement la réalité de la vérité. C'est-à-dire que la vérité n'étant pas la réalité, Narcisse recherche la vérité. Et cette image, en fait, peu à peu, pendant 20 ans, j'ai essayé de la reproduire.
il y a 20 ans dans ce projet qui est un restaurant des affaires étrangères, un restaurant pour le ministère des Affaires étrangères à Paris, dans le 7e arrondissement, où il s'agissait simplement d'amener de la lumière naturelle en sous-sol, puisqu'on ne pouvait pas construire dans ce jardin. C'est ce qu'on appelle un PSMV, un plan de sauvegarde et mise en valeur. Donc ce que j'ai proposé, c'est de construire en sous-sol, donc de creuser. Et le ministère à l'époque disait oui, puisque c'est un restaurant administratif, à condition que la lumière naturelle en sous-sol soit la même que celle qui est dans les niveaux supérieurs. Voilà. Donc on a créé cet équerre de verre, voilà, qui amenait la lumière sur la paroi verticale et la lumière à travers ce plancher vitré, qui est une horizontale presque parfaite. Et à partir de là, je pensais que le reflet était aussi intéressant que la partie verticale. C'est-à-dire que c'était dessiné comme une sorte de ruisseau qui donnait l'image d'une sorte de ruisseau qui venait irriguer ce jardin qui était planté de pommiers et de poiriers. Et à partir de là, on pouvait raconter une histoire. C'est-à-dire que c'était une architecture un peu narrative, avec cette pergola qui était rétractable en fonction de la lumière du jour. Voilà, la lumière artificielle venait révéler toute la structure, c'est-à-dire que la lumière naturelle, la lumière artificielle, pardon, venait restituer une sorte de réalité. Un peu le même scénario quelques temps plus tard à Sarrebourg, un musée dans l'Est, à la frontière allemande. Et voilà, c'est-à-dire que cet équerre reproduisait un peu la même histoire, où on venait construire le sol, et ce simple plan d'eau de quelques centimètres de profondeur venait, comment dirais-je, presque s'approprier le lieu. Et il permettait, voilà, là aussi de révéler les matières, c'est-à-dire qu'on était à la fois dans la réalité et dans la vérité. On voit très bien ce jeu de matière avec le béton, le cuivre, l'inox avec ses menuiseries, et surtout ce plan d'eau qui venait créer une sorte d'image un peu onirique. Voilà. Naturellement, le dessin d'un escalier, qui est un escalier pivot dans le musée, venait lui aussi raconter une histoire avec son reflet. C'est-à-dire que cet escalier tout seul n'était qu'un escalier colimaçon, comme ça, c'est le pivot du projet, mais avec son reflet, il racontait une nouvelle histoire. Voilà, le plan d'eau avec la lumière naturelle, qui là aussi, à l'extérieur, donne une image un peu, comment dire, générique, et la lumière artificielle à l'intérieur révèle toute la structure, avec ses objets, l'escalier, tout le dispositif d'accueil. Ici, c'est une salle de conférence sur un lac. En fait, cette image vient prolonger la même histoire. Et quand on m'a proposé de faire ce projet, tu connais Francis, ce sont des entrepreneurs qui organisent des conférences dans un lieu absolument magnifique. Ils ont créé ce lac, c'est un lac artificiel, et puis un beau jour, peut-être 10 ans après, ils se sont posé la question, comment voir de plus près ce lac, comment le révéler? Et la question, c'était presque de créer une structure qui soit quasiment invisible, qui semble quelque part archaïque, avoir toujours été là, presque intemporelle, mais surtout qui permette de voir le lieu. Et là aussi, la notion de reflet joue totalement, c'est-à-dire que l'image, alors ici elle est un peu particulière puisque on voit l'importance de la lumière artificielle
qui montre, alors, qui n'est pas tout à fait la même, c'est-à-dire que ce sont deux volumes à coller. Le premier est éclairé de façon... c'est un lieu de travail, puisque c'est un lieu de conférence. Le second est une pièce de pause, en fait, là où les séminaristes, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais se détendent. Et puis, l'éclairage, le simple éclairage, et surtout le reflet, donne une image toujours pareille, j'espère poétique. Voilà. Et c'est vrai que cette image n'existe que parce que tout ce qu'il y a autour existe. C'est-à-dire qu'en soi, l'architecture qui est extrêmement basique, c'est en fait un hangar à bateau, rien de plus, prend une importance, je pense, d'une part par la qualité de la photo qui est faite par une jeune photographe qui vit en Allemagne, mais surtout parce que, comment dirais-je, c'est ça, il y a cette notion de reflet, c'est-à-dire qu'on est là aussi entre la réalité et la vérité, avec cet axe qui est dessiné de façon un peu brumeuse ici. Voilà, sans la lumière artificielle. Voilà le reflet, toujours la symétrie, avec cette ligne qui est marquée, justement, pour dessiner une séparation très très franche entre l'objet et son reflet. Alors voilà, il se trouve que ça c'est l'intérieur, avec des sammodes qu'on retrouve aussi bien dans les musées que dans ce bâtiment. Tout est dédié au paysage. Autre réflexion, toujours avec la même logique, c'est-à-dire que c'est comment bâtir le sol, comment créer un lien, c'est à Mexico pour le ministère des Affaires étrangères, c'est le Centre culturel français à Mexico, où, encore une fois, j'ai reconduit ce dispositif. Là, le sujet principal, ce n'est plus le bâtiment, mais c'est cet arbre, un jacaranda qu'on a voulu conserver. Tout le projet s'est fait autour de lui. Et l'image, c'est comment comment l'arbre va de bas en haut, mais aussi va de bas encore plus bas. Avec cette image où on comprend très bien qu'avec la rigueur de la structure, le dessin fait d'équerre, de vertical et d'horizontal. Tout à coup, le reflet de cet arbre vient complètement brouiller l'image, comme une sorte d'ornementation. Voilà. C'est-à-dire qu'on a exagéré, on a utilisé cet arbre pour créer une forme de dessin qui varie bien sûr en fonction des saisons. Voilà. Là aussi, la photo ne montre pas très bien, mais cette œuvre d'un artiste mexicain vient se refléter, vient en porte-à-faux. Et là aussi, l'eau, la lumière, vient éclairer, donc de bas en haut, cette casquette en cuivre oxydé. Voilà. Donc là aussi, on parle de matière, et l'eau fait partie, justement, et apporte cette matière qui lui-même renvoie, redessine à peu près toutes les matières, par le jeu des reflets et des couleurs. Voilà. Donc ça donne, on a ce jeu d'équerre ici, qui permet le reflet d'une aile sur une autre, mais également inverse l'image avec ce bassin. Alors là, c'était une exposition, on exposait à Mexico 50 ans de photos françaises, avec des grands photographes, donc vous avez quelques noms ici, de Pardon, Douaneau. Et l'idée, c'était que les œuvres se reflètent dans le bassin, c'est-à-dire qu'on les voyait à l'envers. Là aussi, on était dans un jeu un peu onirique, c'est-à-dire que de l'extérieur, on pouvait voir les œuvres, mais à l'envers, et il fallait rentrer évidemment pour les voir à l'endroit. Et j'aimais bien ce jeu là aussi entre la réalité et la vérité. Alors, là, ça pouvait aboutir que ce jeu avec l'eau, avec le miroir, et évidemment un jour aboutit par hasard, Pierre-Antoine Gattier, architecte des monuments historiques, me demande de réfléchir avec lui sur la restructuration d'une piscine
l'architecte, de l'ingénieur, pardon, NBIC, et qui était complètement abandonné et qui devait être transformé en médiathèque. Voilà. Il se trouve qu'il n'y avait plus d'eau. C'est un lieu, c'est un bâtiment classé avec ses voûtes en béton qui doit être restauré, et surtout cette mosaïque au terme guerrier romain, art déco, qui devait être également restauré. Donc ce volume devait être transformé en médiathèque, en bibliothèque. Et donc une médiathèque, ce sont des salles de lecture, mais c'est également des bureaux, des lieux de stockage. Et les installer dans ce volume faisait perdre l'image de ce volume. C'est-à-dire qu'on perdait complètement le volume. Donc ce que j'ai proposé, c'est de dire, voilà, on va effectivement occuper la moitié du volume à l'axe de cette volumétrie avec ça c'est le lieu, on est dans un contexte historique, c'est-à-dire que c'est l'abbaye de, j'ai oublié le nom, enfin bon, c'est dans le sud-ouest de la France, l'abbaye de Conclos, voilà, excusez-moi. Et donc on a dans cette bâtisse en béton, on a opéré quelques cadrages pour montrer là où on était. Et alors voilà, c'est des bétons de NBIC, absolument magnifiques, restaurés par Pierre-Antoine Gattier. Et voilà, ce que j'ai proposé, donc, c'est ce grand miroir, là aussi la notion de reflet, qui permettait de restituer le volume d'origine, virtuellement. Là aussi, on est entre le vrai et la réalité. Et permettait également d'avoir une vision, alors voilà, le miroir, un détail, où tout le programme de la médiathèque est caché derrière ce miroir. Alors là aussi, c'était une allusion à Lewis Carroll, derrière le miroir. Et en tout cas, voilà, ça nous permettait également, alors là aussi on voit ces fameux éclairages, Samod, qui sont ici, là, qui se reflètent, c'est-à-dire qu'on a le double de lumière. Et alors une question qu'on se pose tout le temps, c'est de savoir si quand on met une lumière devant un miroir, est-ce qu'on a le double de lumière ou est-ce qu'on a la moitié de la lumière? C'est une question, et en fait, les scientifiques m'ont expliqué qu'on avait la moitié de la lumière. C'est-à-dire que plus on met le miroir devant une source lumineuse, moins on a de lumière. C'est extraordinaire, tout le monde pense le contraire. Moi, le premier, mais non. En fait, le miroir absorbe, c'est ça qui est incroyable. Et donc, on le voit en flou, tous ces motifs art déco qui sont derrière nous, voilà. Et quand on rentre dans ce lieu, on a vraiment l'impression, le sentiment, que l'on est dans, enfin que l'entièreté du volume a été restituée. Voilà. Autre moment où toujours je travaillais sur ce reflet, cette image de reflet. Alors ça, c'est à Paris dans le 12e, c'est un conservatoire où on a imaginé, voilà, ce bâtiment avec l'idée d'un grand miroir doré qui permettait là aussi d'attraper, de capter la lumière à l'intérieur de ce U, ici. Alors voilà, la peau ici est en céramique. Ce sont des grands éléments de presque 2 mètres de céramique, avec de temps en temps des miroirs qui venaient un peu troubler le regard, et ce grand panneau doré qui permettait, quand on est à l'intérieur, c'est-à-dire en face, d'avoir une image complètement déformée du bâtiment. Alors, je ne sais pas si... Voilà. Ça va être une façon d'attraper la lumière, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est une sorte de grand miroir, qui, avec les légères inclinaisons des façades, permet de refléter la lumière de façon très très bizarre. C'est-à-dire qu'il reconstitue le bâtiment qui est en face de lui, mais en le déformant. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le miroir déformant. On n'est plus dans la restitution, comme dans le cas précédent, d'une
d'une image parfaitement. Voilà. Alors voilà, ça donne des effets comme ça. Et le bâtiment, évidemment, change d'image en fonction de la course du soleil. Vous voyez, à un moment donné, quand les deux volumes, le volume courbe et le volume rigide s'entrecroisent, il y a un aspect ici, à un certain moment, qui est complètement... on ne sait plus très bien où s'arrête le bâtiment, et c'est un endroit qui fonctionne assez bien. Voilà. Alors, ça, c'est une autre image. Alors ça, c'est pas moi qui fais ce sous-marin, mais c'est un sous-marin militaire. Et j'aime beaucoup cette image, parce que le miroir, tout à coup, devient opaque. C'est-à-dire que c'est un sous-marin qui essaye de sortir de la glace, enfin qui sort de la glace, qui va chercher la lumière, et là, il n'y a plus de reflet. Et je crois que c'est dans un... Je ne sais plus dans quelle revue j'ai trouvé ça, il y avait toute l'explication de ce sous-marin, et ça m'était resté. Et il se trouve que quand j'ai eu à travailler sur ce projet qui est à Montreuil, le Centre d'art contemporain, qu'on appelle le 116, voilà, c'était l'extension et la restauration de cette maison du fin 19e, voilà, c'est ça, qui architecturalement n'a pas grand intérêt, mais il se trouve que la ville de Montreuil nous a demandé de réfléchir un petit peu sur le devenir. C'est un des rares vestiges rue de Paris de cette époque-là. Donc on a proposé une extension, sachant qu'on avait le droit qu'à une extension de 100 mètres carrés pour des raisons de budget. Voilà. Donc c'est un petit centre d'art contemporain, et ce que j'ai proposé, en fait j'avais cette image du sous-marin qui essaie de sortir de l'eau, et j'ai proposé ce bâtiment. Vous allez comprendre le rapport avec le reflet, en me disant, alors où cette volumétrie, qui est donc une sorte de... alors la surface, c'est un rectangle étiré, puisqu'il doit faire 3 mètres de large, ici. On s'est posé la question, quelle est la largeur minimale pour exposer? Donc, puisqu'on avait droit à 100 mètres carrés, plus le bâtiment était étroit, plus il pouvait être long. Voilà, c'est tout bête. Et ce qu'on a proposé, c'est d'avoir un bâtiment beaucoup plus haut que celui-ci, et en même temps, puisque l'ABF nous a imposé les toitures, d'avoir ce biais. Et cette cassure, ce déhanchement, est apparu tout de suite quand on a commencé à réfléchir sur l'extension de cette petite bâtisse, avec plusieurs interprétations. Alors, il y en avait... La première, c'était de dire, voilà, on est à la station de métro Robespierre. Donc on s'est dit, Robespierre, on va couper les têtes. Hop, donc la tête penchée. C'est une interprétation. La seconde, c'était le mariage d'une maison française de souche, oui, avec toutes les fenêtres, avec une femme habillée d'une burqa. La troisième, c'était effectivement le sous-marin. Et donc on est allé sur cette idée-là. Alors voilà le bâtiment de l'autre côté. Voilà la trappe lumière, qui n'est pas verticale mais de côté. Et donc en installant un grand miroir qui permettait de l'intérieur de voir ce qui se passait à l'extérieur. C'est-à-dire que quand je suis là, ici, donc là j'ai un cadrage sur l'extérieur, il y a un jardin derrière. Quand je suis à l'intérieur, je vois donc tout ce qui se passe à l'extérieur. Je vois les camions qui passent, je vois les arbres, les feuilles des arbres, s'il y en a, je vois les passants, et donc d'un lieu extrêmement stable, en fait, j'en fais un lieu où le mouvement existe. Et donc cette notion de reflet, cette fois-ci, on l'a verticalement. Voilà, c'est le...
Voilà les camions qui passent, là, on les voit. Voilà, on est au-dessus de la canopée et on voit tout le mouvement quand on est là. Donc c'est notre façon d'attraper la lumière. Ça, c'est un projet qu'on a livré l'année dernière, qui est le musée de Cluny, où là aussi, on s'est posé le problème de comment capter la lumière. Donc il fallait trouver une matière qui puisse, comment dirais-je, en fonction des saisons, en fonction, là aussi, de la course du soleil, en fonction des héberges qui nous portaient de l'ombre, capter la lumière et donner une sensation, comment dirais-je, d'avoir une sorte de halo lumineux, voilà. Et donc on a trouvé cette matière, enfin on l'a pas inventée, hein, qui est la fonte d'aluminium, hein, qui permet d'avoir une certaine épaisseur, hein, parce que je voulais pas, c'était une simple tôle qui soit comme du corten ou une tôle métallique. Je voulais vraiment quelque chose de l'épaisseur, puisqu'on est dans un univers, on a les termes de Cluny à côté, donc dans un univers lapidaire, minéral. Donc il fallait quelque chose qui reproduise presque cette imperfection. Et la fonte d'aluminium, puisque toutes les plaques, chaque plaque est unique, soit par son format, soit par sa matière. Certaines ont un véritable relief, donc certaines sont presque lisses, d'autres sont imprimées avec un dessin, d'autres sont complètement ajourées. Et en fait, chaque plaque est unique. Et voilà, alors en plus, elle est capable, on le voit ici, bon, là, on a une vision partielle, très très partielle des termes, parce que c'est un lieu qui faisait 6 mm² à l'origine. Cette matière est capable d'attraper la lumière qui se reflète sur les vestiges. C'est-à-dire que là, on est orienté à l'ouest, cette photo a été prise le matin, et quand la lumière vient de l'est, elle éclaire les vestiges et elle se reflète sur la façade qui, en principe, est à contre-jour. Voilà. Donc, c'était vraiment l'objectif, c'est comment capter la lumière et surtout comment récupérer la luminosité des termes. Voilà. Voilà, c'est une photo qui est prise l'après-midi, où on voit que chaque tôle vient capter à sa façon, en fonction de son relief, la lumière. Alors j'aime beaucoup cette photo, c'est une photo intérieure parce que justement, on a la notion de reflet, on a la lumière naturelle et on a également la lumière artificielle ici, avec le plafond lumineux. Et voilà, c'est ce mélange à un moment donné qui rend peut-être difficilement lisible l'œuvre présentée ici, mais qui est la façon dont, j'aime bien la façon dont le reflet, la lumière naturelle et la lumière artificielle viennent se rencontrer. Ah ouais, ça c'est une photo que j'ai trouvée, je ne sais pas qui est l'auteur de cette photo, j'ai trouvé sur Internet, et je la trouve très très belle, hein, c'est-à-dire on voit vraiment la façon dont la lumière vient s'accrocher sur cette façade, qui change de couleur à peu près toutes les 10 minutes. C'est-à-dire qu'on a fait pas mal de reportages photos, on n'arrive jamais à avoir les mêmes nuances, les mêmes teintes. Alors voilà, ça c'est un bâtiment qui date d'une 10e année, qui est un conservatoire, où là aussi, voilà, c'est un bâtiment qui se veut austère, hein, c'est un conservatoire. Il est en plein centre-ville de Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, au nord de Paris. Et c'est un lieu extrêmement passant, puisque c'est un axe qui va de l'Opéra pratiquement jusqu'à la Normandie. Donc toujours embouteillé, contrairement à ce que cette image montre. Et en plus, on est sur le métro, c'est-à-dire qu'en fait, on a les vibrations du métro. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est ici une grille qui révèle l'intérieur du bâtiment quand on passe devant, en fin de compte.
Pour l'instant, enfin, quand on est en perspective, puisqu'on n'a pratiquement pas de recul pour le voir, on a un mur, et quand on se rapproche, on voit toute la vie du bâtiment. Et la particularité d'un conservatoire, c'est que quand les bureaux ferment, quand les gens sortent du travail, en fait, lui commence à vivre, puisqu'il ouvre vers 16 heures, et l'hiver, par exemple, à 17 heures, il s'éclaire. Voilà. Et donc là aussi, c'est un travail sur la lumière, où la lumière artificielle, pour le coup ici, vient donner la véritable vie à l'édifice, et lui fait perdre son aspect, comment dirais-je, austère. Voilà, ça c'est le de jour, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, la lumière est filtrée, et ce jeu de poteaux vient dessiner au sol et permet de, comment dirais-je, d'intégrer la distance de cette grande galerie comme ça. Voilà, ça c'est une autre heure du jour avec voilà, ce dessin de la structure qui vient s'imprimer au sol. Et là aussi, sur certains éléments d'architecture, on venait marquer pour ces imperfections, c'est-à-dire que c'est un poteau, chaque fois c'était des petites rustines dorées qu'on peignait en doré pour venir attraper la lumière quand on estimait qu'il y avait une mauvaise mise en œuvre. Donc on rattrapait le coup par des petites rustines, alors, il y en a plein comme ça dans le bâtiment, et qui venaient là aussi attraper la lumière, c'est-à-dire casser un peu l'image dure du béton, enfin supposée dure. Hein, voilà. Là, c'est à Metz, c'est le centre de conservation et d'études de Lorraine, où en fait c'est tout simplement un hangar. Hein, c'est un hangar enfin, il y a des laboratoires, il y a des salles de recherche. En fait, c'est un grand bâtiment de stockage où là aussi, bon, on a voulu, bon, c'est un bâtiment qui est un grand bâtiment qui doit faire 100 mètres de long, avec une première partie qui est en béton, et pour rendre presque aimable ce béton, pour presque le révéler, on a imaginé ce petit filet d'or qui est vraiment en or, c'est-à-dire que c'est 24 carats, et qui vient jouer après avec voilà, l'autre image de ce bâtiment qui, lui, c'est un bâtiment complètement noir avec des petits filets dorés. Alors, c'est pas de l'or, là, c'est simplement de l'inox doré, et qui rappelle un peu le marquage au sol de la route. Voilà. Et c'est là aussi, c'est comment un bâtiment de 100 mètres qui est complètement noir, qui est un hangar, en fait. Alors, on peut dire de notre façon que c'est un coffre, hein, c'est un coffre-fort parce qu'il est rempli d'œuvres d'art, mais simplement par ces simples filets qui aussi appellent la lumière qu'on retrouve d'ailleurs sur cette bande jaune, voilà, tout à coup lui donne un statut complètement différent. Voilà. Alors ça, c'est à l'intérieur, c'est une nappe, alors pour le coup, c'est une nappe de Samode, sur 100 mètres, comme ça, avec des quantités... Je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux. Hein. Voilà, il y en a tous les modèles, des grands, des petits. Voilà. Et puis à l'intérieur, il y a tous les locaux techniques. On s'est amusé aussi à les gaines. On a voulu les... En général, on nous impose des artistes pour le 1%. Moi, je dis non, enfin, on a quand même l'artiste. On a l'artiste qui a fait le 1%, mais c'est pas du tout ça. C'est que ce que j'ai voulu, c'est peindre toutes les gaines techniques, pareil, en doré, et jouer avec la lumière. Ce sont des canons de lumière, ce sont des canons de lumière naturelle, en fait. C'est pas de la lumière artificielle qui viennent éclairer ces grandes surfaces de béton, voilà, qui donnent un jeu. Voilà, c'est un lieu où voilà les gaines techniques qui reprennent la couleur de l'extérieur. Alors on le retrouve comme ça à plusieurs endroits. Et il n'est pas ouvert au public, ce bâtiment, c'est dommage. Mais voilà, ce sont des grandes parois de béton où chaque fois qu'il y a des gaines techniques, on s'est amusé à les capoter en doré, en noir,
comme c'était une intervention un peu artistique, et tout ça en jouant avec ces canons à lumière. Voilà, on passe dans notre langage, ça c'est à Versailles, c'est le Grand Commun. C'est un bâtiment j'ai oublié le nom de l'architecte. Mansart, bien sûr, hein, on ne connaît plus. Et voilà, qui fait 24 000 mètres carrés, qui était, quand on l'a trouvé, à l'état de ruine, hein, puisqu'il était occupé par... Ah oui, j'aurais pu montrer les photos d'ailleurs. Et donc, toute l'enveloppe, le clos est couvert et certains lieux remarquables étaient restaurés par l'architecte ACMH Frédéric Didier. Et nous, on avait en charge tout l'aménagement intérieur, où là, on peut effectivement parler de design. Et le travail consistait sur un bâtiment comme celui-ci, puisqu'il avait une épaisseur atypique. On nous demandait de mettre des bureaux. C'est tous les services du château de Versailles, la présidence, service de communication, service du contentieux, service des vestiaires du personnel, tout. C'est une petite ville, en fait. C'est un bâtiment qui a retrouvé sa destination initiale, puisqu'il avait été créé par Louis XIV pour accueillir tous les services du château de Versailles. C'est-à-dire qu'il y avait le château de Versailles, il y avait la cour, et ici, il y avait la basse-cour. Voilà. Et il avait quelques locataires célèbres comme le nôtre. Et donc l'idée, c'était de retrouver un peu sa fonction initiale en accueillant tous les services du château. Donc, je crois aujourd'hui, il doit y avoir 400 ou 500 personnes qui travaillent dans ce lieu. Et, mais la difficulté, c'est qu'avec 16 mètres d'épaisseur, créer des bureaux, bon, c'est pas évident. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de retrouver, on a proposé ça et ça a fonctionné, de retrouver les espaces intérieurs, les volumes intérieurs, avec du cloisonnement, et surtout, comment avoir tout le temps de la lumière naturelle à l'intérieur. Alors voilà, ça c'est... Alors j'ai montré les épaisseurs sur lesquelles on travaille. Voilà, c'est où là aussi la notion de reflet, c'est-à-dire que il y avait toujours un jeu entre l'extérieur, l'intérieur, l'épaisseur. Alors c'est une présentation très très rapide, mais voilà où l'idée c'est que quel que soit l'endroit où je me trouve, je puisse visuellement savoir où sont les baies. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un cloisonnement, mais je vois toujours le plafond, je vois toujours le sol, bien sûr, mais je vois les ouvertures. Alors voilà, c'est un type de cloison que l'on a proposé, et qui fonctionne plutôt. Ici, on a affaire à un plafond autorisé par Mansart pour être vu, puisqu'il y avait une règle qui était quand Mansart mettait des faux plafonds pour ne pas montrer les poutres, nous on ne devait pas montrer les poutres, c'est-à-dire qu'on devait respecter le fait qu'il y ait ou pas des faux plafonds. Donc là, puisqu'elles existaient à l'origine, elles étaient visuellement présentes, donc on devait faire pareil, avec une poutre maîtresse qui était classée, que l'on devait également préserver. On voit la baie à l'extrémité de ce bureau. Au milieu, il y a une cloison qu'on ne voit pas. Donc ce dispositif permet d'imaginer la totalité du volume, alors qu'en fait, en réalité, il est coupé ici, derrière cette cloison. Voilà. Donc on laisse filer le sol, on laisse filer le plafond, et on laisse présentes les ouvertures. Donc avec 16 mètres d'épaisseur et un cloisonnement, on laisse toujours pénétrer au centre de la bâtisse la lumière naturelle. Voilà. Ici, autre dispositif, par exemple, ça c'est un bureau, c'est un simple bureau, où on laisse on laisse filer le sol, on laisse visible le plafond, encore que là, ça n'avait aucun intérêt puisqu'il n'y avait pas de poutre classée, mais on laisse toujours la perception du volume. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où je me trouve dans ce lieu, j'ai toute la profondeur du bâtiment. J'ai toujours 16 mètres devant moi. Voilà.
votre dispositif avec ça, voilà. Voilà. Est-ce que j'ai traité le sujet? C'est chaud. On va le rassurer, bien sûr qu'il a traité le sujet, bien sûr, il l'a traité à sa manière, et c'est ça qui est formidable. Nous venir avec la question du reflet, et puis je salue Emmanuel Gagnès qui est là ce soir, et quand même là, le coup du miroir qui absorbe donc 50% de l'énergie, et tu le savais? Les chiffres, je l'ai inventé. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, c'est surprenant. Je me suis toujours posé la question, si on met une lumière devant un miroir, est-ce qu'il absorbe ou est-ce qu'il réfléchit? En fait, il absorbe. Donc on a moins de lumière quand il y a un miroir. Voilà. Alors, question, discussion, développement, c'est le moment. Voilà. Voilà. Oui, bonjour. Alors moi j'avais une question un petit peu philosophique peut-être, mais ce serait intéressant d'y répondre à partir de votre architecture. C'était quelle différence vous faites entre réalité et vérité? Je suis assez convaincu qu'il y en a une, mais j'aimerais bien avoir votre idée sur cette question. Alors il y a... je pense que Barthes a écrit beaucoup là-dessus, en disant que la difficulté, c'est de se décoller du miroir. Pourquoi? Parce que nous sommes la réalité, et ce que nous voyons, c'est la vérité. Vous voyez, c'est-à-dire que la réalité, bon, le reste, l'objet, c'est la réalité, la chose incontestable. La vérité est toujours contestable. Donc, quand Narcisse regarde, lui, c'est la réalité, c'est-à-dire qu'il est. Et quand il regarde, il se regarde, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la vérité. Il veut savoir ce qu'il est. Et c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la réalité, il ne la connaît pas, alors que la vérité, il la voit. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, peut-être, mais oui. Non, mais c'est à méditer en tout cas. Non, mais on peut en parler pendant des heures, mais là, je ne sais pas si on a le temps. Mais c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que c'est la différence qui est entre la perception et ce que l'on croit. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Caravage, parce que je pense que ça illustre parfaitement ça. C'est-à-dire, la réalité, Narcisse la connaît, mais il veut avoir la vérité. Et la vérité, il ne peut la trouver que dans le miroir. Merci. Juste un mot. Dans l'espace à Saint-Mexan, le miroir vertical qui venait restituer la mosaïque Art déco, en fin de compte, et surtout elle venait restituer un volume qui, lui, n'existait pas. La réalité, c'est la moitié de la salle, et la vérité, c'est la totalité. Oui. Salut Bernard. Juste une petite question. J'ai jamais vu quelqu'un, enfin ou très peu de monde, parler de la lumière en déployant aussi peu de luxe. Ça reste très intime. Donc je voulais juste savoir si ça tient à ta personnalité ou à la taille de tes projets. Peut-être deux. Je vais te rassurer, je travaille aussi sur des gros projets. Mais je me suis aperçu que les gros projets ne pouvaient pas aborder certaines questions, paradoxalement. C'est-à-dire que plus les projets sont importants, plus ils semblent nous échapper. C'est-à-dire que
ça devient tellement compliqué, la gestion des gros projets, qu'il y a tellement d'intervenants, que peu à peu la notion même d'architecture disparaît. En tout cas, tout ce qui peut être de l'ordre du narratif, de l'ordre du philosophique, de l'ordre du ressenti, de l'ordre du poétique, tout ça disparaît. C'est-à-dire qu'on est dans la construction. Et plus c'est gros, plus on s'approche du BTP. Alors, j'ai rien contre le BTP, mais c'est une réalité qu'on vit tous. Et ces petits projets-là, sauf peut-être le Versailles qui est un peu plus gros, mais ce sont des laboratoires, pour moi ce sont des petits objets, ce sont des petits terrains de jeu, voilà. Et où on se raconte des histoires. Même quand on travaille, on dialogue comme ça, on se raconte des histoires, on écrit des scénarios. Et je vois ça presque comme des petits films, où il y a un début, il y a une fin, voilà. Et je pense qu'il y a matière comme ça à s'amuser. Voilà. Et je trouve que c'est une dimension que j'essaye presque de transmettre aux étudiants, aux gens qui travaillent à l'agence. Il y a des étudiants ici. Voilà, cette notion de jeu, il faut la garder. C'est vrai que quelque part, les enjeux sont minimes quand on fait le centre d'art contemporain de Montreuil. C'est l'extension quand même, c'est 100 mètres carrés. C'est vrai qu'on n'a personne qui vienne nous expliquer ce qu'il faut faire, quoi. On a l'autorité pour le faire, elle n'est pas contestée, on a toute la légitimité. Et ça devient un plaisir, c'est un jeu, voilà. Après, plus ça grossit, plus, voilà, il y a d'autres règles. Et ces règles, malheureusement, elles nous échappent aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai que je ne parle pas de luxe parce que, bon, je ne les ai pas montrés ici, mais on fait pas mal de scénographie, on fait pas mal d'expositions dans les musées. Et c'est vrai qu'à un moment donné, même les techniciens viennent nous expliquer ce qu'est la lumière. Et c'est la difficulté, c'est que nous, c'est pas notre langage. Je parle pas en luxe. Quand quelqu'un vient m'expliquer qu'une tapisserie, il faut, voilà, pas plus de 50 lux. Moi, il y avait quelqu'un qui s'appelait Monsieur Ezrati, qui était au Musée de France, et j'avais été le consulter, je sais plus pour quel projet, pour éclairer, pour parler de lumière. Il m'a dit, mais il faut le moins de lumière artificielle possible. C'est-à-dire que on peut aussi montrer les objets dans l'obscurité. On peut les montrer, voilà. On peut pas expliquer ça à un technicien. On peut pas dire, voilà, et tout de suite, vous voulez combien de luxe, réglementation 150 luxe, 300 luxe. Pour moi, c'est un langage abstrait, quoi. Ce que je comprends, c'est comment cet objet, comment on va le montrer. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de lumière ou pas? Est-ce qu'il supporte la lumière? Est-ce qu'il a une matière qui lui permet de réfléchir à la lumière? Voilà, c'est des choses comme ça. Mais moi, je préfère. Et c'est vrai que j'ai rien contre les techniciens, mais à un moment donné, ça devient, comment dirais-je, il y a un savoir qui devient embarrassant, quoi, parce qu'il nous empêche de rêver. Et quand les ouvrages sont terminés, nous, on sait à peu près comment ils vont être, mais les techniciens ne le savent pas. Donc, ils interviennent souvent de façon maladroite, quoi. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu là aussi à ta question. Hein. Non, je ne parle pas de luxe. Je ne sais pas ce que c'est qu'un luxe. Ça peut être une succession de petits projets. Ah oui, mais ça, c'est... Oui, bien sûr. Un grand projet, c'est aussi parfois à l'intérieur même une succession de petits projets dans lesquels tu peux travailler de la même façon. Il faut juste que tu te débarrasses des techniciens qui t'emmerdent, quoi, c'est tout. Oui. Mais ça, je pense que ça s'apprend. Mais voilà, non, c'est... Non, les images... Pardon, pourquoi tu ne veux pas des grands projets? Tu t'as dit que tu ne pouvais pas faire la même chose sur des grands projets. Écoute, j'ai des grands projets en ce moment. Et je vois que je sais que c'est une autre logique. Voilà. Tu fais le même travail. Non, c'est pas le même travail. Non, c'est pas le même travail. C'est pas le même travail parce que les risques sont pas les mêmes. Les risques financiers déjà sont pas les mêmes pour les maîtres d'ouvrage. Donc, à partir du moment qu'ils sont pas les mêmes, comment dirais-je, il y a une certaine liberté à faire ça. Il y a un côté expérimental, c'est-à-dire que je me souviens quand on a fait ce petit centre d'art contemporain, on travaillait à l'époque avec Dominique Voynet et elle voulait simplement, je pense qu'elle avait des très très bonnes intentions. Elle voulait simplement un lieu, voilà. Et comme c'était un lieu pour les artistes, elle pouvait presque considérer que l'architecte était un artiste. Donc, elle se mêlait pas trop de l'image, elle se mêlait pas trop.
Et elle avait une façon de parler de ce lieu qui me plaisait beaucoup parce que elle en parlait sans regarder les images. C'est-à-dire que, voilà, c'était ta responsabilité, quoi. Aujourd'hui, je connais très très peu de maîtres d'ouvrage qui disent c'est votre responsabilité. C'est-à-dire que, après, je ne sais pas si c'est légitime ou pas, mais ils n'interviennent pas de la même façon, quoi. Voilà, on s'est tous, enfin, j'espère que je ne suis pas le seul, mais on s'est tous trouvés devant des maîtres d'ouvrage qui nous expliquaient ce que ça devait être, comment ça devait être, ce qui est tout à fait normal, c'est pas ça que je conteste. Mais à un moment donné, le lieu de l'expérimentation était quand même, était pas là, quoi. On était dans des règles beaucoup plus rigides. Hein. Et ce genre de projet, même faire l'accueil du musée de Cluny, les règles, ça va fonctionner, mais elles sont quand même assez souples. C'est-à-dire, quand tu dis, moi je suis souvent allé en réunion, sans savoir quel était le matériau de façade. On avait même déposé le permis, j'étais pas sûr de moi. Enfin, je vais en réunion, je ne sais pas encore quelle matière on va mettre dessus, parce que pour l'instant, comment dirais-je, la réflexion n'est pas aboutie, quoi. On me demande un prix, on me demande ci, on me demande ça, mais moi je sais que la réflexion dans ma tête n'est pas aboutie. Donc j'y vais en racontant un peu n'importe quoi, mais je sais très bien que c'est pas à l'arrivée ce que ça va être, quoi. Mais ça, c'est les petits projets qui le permettent, les gros le permettent pas, quoi. Mais à propos de matière, comment tu choisis tes matières précisément? Parce que on constate qu'effectivement la lumière normalement est unidirectionnelle. Toi, tu arrives toujours à la faire capter par des matériaux qui sont quand même sublimés. Comment tu choisis tes matières en référence à la lumière, c'est-à-dire en renvoi? C'est vraiment, alors c'est par rapport au lieu. C'est-à-dire que c'est par rapport à l'objet du projet, la destination du projet. C'est par rapport au lieu, c'est par rapport à l'histoire qu'on doit raconter, c'est par rapport aussi à ce que j'ai envie d'expérimenter. C'est-à-dire que j'espère qu'on voit quand même que je n'utilise jamais les mêmes matériaux. J'aime bien cette idée de chercher justement, ça s'unit toujours avec des ATEX, mais c'est comment dirais-je, ça fait partie du travail. Là aussi, où les petits projets, le temps nous permet de le faire, que les gros, on ne peut pas. Enfin, j'ai du mal en tout cas. Et sur ce type de projet, c'est vrai que la forme a peu d'importance par rapport au choix du matériau. C'est-à-dire qu'en gros, je réfléchis d'abord en matière, c'est-à-dire comme une sorte de... j'ai une vision globale des choses, c'est-à-dire pas très précise, où on sait que, voilà, un petit peu comme, je sais pas, comme on choisit une chemise en fonction d'un costume, ou un costume en fonction des chaussures, etc. C'est-à-dire que c'est un peu comme ça. Et puis un peu, on change d'idée, on affine, etc. Et puis après, on trouve la matière idéale, c'est-à-dire qui correspond à l'histoire. Quand à Cluny, par exemple, cette fonte d'aluminium, ça va, elle est venue en regardant simplement les pierres et les briques des thermes de Cluny, qui montrent une imperfection. Ce sont des ruines. Donc c'est le temps, c'est pas un architecte qui a dessiné ces ruines, c'est le temps. Et donc, cette imperfection me séduisait, quoi. Et je me dis, comment aujourd'hui on peut construire un bâtiment neuf imparfait, mais en même temps qui ait des qualités esthétiques, justement une façon d'attraper la lumière, etc., qui va changer. Il fallait qu'il soit visible depuis le boulevard Saint-Michel. En même temps, il fallait pas qu'il étouffe Et peu à peu, en travaillant, en cherchant comme ça, j'ai trouvé cette fonte d'aluminium. Et j'ai travaillé avec j'ai dû le dire ailleurs, à l'Arsenal, avec des fabricants de pièces automobiles, hein, qui eux, bon, les moteurs sont faits en fonte d'aluminium, et qui eux travaillent au micron près. C'est-à-dire qu'ils travaillent ils cherchent la perfection, et moi je cherchais pas du tout la perfection. Mais par contre, ils étaient capables, ils ont une force de frappe qui faisait qu'ils étaient capables de sortir ça à certains prix, quoi, voilà. Et on a travaillé avec eux, et puis je leur ai expliqué que c'était que l'imperfection. Et voilà, et peu à peu, on a mis ça au point, et voilà. C'est... Il y a une part intuitive quand même. Il y a une part intuitive. Je peux pas... non, c'est de se dire, tiens...
on ne sait pas ce que c'est, on va essayer de comprendre ce que c'est. Juste une dernière question, tu parles très bien des matières, mais dans le champ restrictif du logement, tu m'as dit que tu n'as pas fait depuis 20 ans, c'est quoi le champ des matières du logement pour toi? Je ne sais pas, parce que j'en fais pas de logement. Si tu devais en faire? Je crois que je me poserais cette question, je me essaierais de... J'essaierai de sortir de ce langage baroque que je vois aujourd'hui, qui m'agace beaucoup. C'est-à-dire que non, hier j'étais à Rennes, la semaine dernière j'étais à Bordeaux, je suis horrifié quand je vois certaines choses. Je me dis comment ça va vieillir. Parce que une question aussi que je me pose, ça va revenir à la matière, c'est la pérennité des choses. C'est comment elles vieillissent, comment elles s'installent. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait de l'architecture pour être consommé rapidement comme ça, ou est-ce qu'au contraire, on cherche le temps, on cherche, voilà. Et il se trouve que je travaille beaucoup sur des bâtiments qui sont arrivés jusqu'à nous aujourd'hui, simplement parce que ils savaient... Moi, il y a quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Floch, qui est un dessinateur. Et Floch, dessinateur, un type absolument. Et il parle, je crois que c'est à propos de Somerset Maugham qu'il parle de l'audace du classique. J'aime bien cette idée-là, c'est-à-dire que, en gros, les choses, elles doivent durer, elles doivent être à la fois inventives et classiques, voilà. Et c'est ça qui m'intéresse dans la recherche des matières, c'est-à-dire qu'on est dans un registre à la fois classique, mais inventif. Et j'aime bien que les choses soient familières et inventives. C'est-à-dire qu'on est tout le temps entre les deux, comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une part recherche, mais en même temps, les choses s'installent parce qu'on sait qu'elles peuvent durer, quoi. Voilà. Alors le logement, j'avoue qu'aujourd'hui, il y a des choses qui me plaisent beaucoup. Je vois des architectes qui font des choses que je trouve très belles. Et puis, souvent, quand je vois les ZAC, je me dis, c'est quoi ces univers, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a une perte de dignité, quoi, même pour ceux qui habitent. C'est-à-dire, non, on cherche la dignité des lieux, quoi. Vous avez fait la remarque, à plusieurs reprises, vous avez fait notamment une remarque que sur la photo des jeux de lumière donc naturels cachait un petit peu l'œuvre qui était présentée. Et ma question, c'était ou par exemple à Montreuil, quand vous créez justement ce miroir qui montre l'extérieur et qui quelque part crée une distraction par rapport au musée, est-ce que parfois vos réalisations qui sont elles-mêmes des œuvres ne font pas de l'ombre aux œuvres que vous servez? Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, en compétition, oui. Non, au contraire. Non, sur les... on a fait plusieurs musées. Là, on va commencer les travaux du musée de Cluny, justement. Notre propos, c'est toujours l'œuvre. Hein. C'est-à-dire que moi, je considère que quand on fait un bâtiment, par exemple, on sert un paysage. C'était le cas, par exemple, du petit bâtiment sur l'eau. Mais c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'on est invité dans un lieu, on n'est pas chez soi. Ouais. Et quand on travaille, quand on fait de la muséographie, c'est la même chose. C'est-à-dire que on est là pour servir l'œuvre. Il n'est jamais question de la montrer. Le coup quand vous faites allusion à ce déhanchement du bâtiment à Montreuil, c'est pour une autre raison, c'est que la commande était très claire. Il fallait un signal. C'était vraiment la commande. Il fallait un signal, simplement parce que ce petit bâtiment est situé dans un quartier très populaire de Montreuil, la rue de Paris, où les gens qui vivent là ne sont pas habitués à fréquenter les lieux d'exposition, les lieux culturels. Et donc, il fallait quelque part créer un objet insolite. Et là aussi, il y a une phrase que j'aime bien de Baudelaire, quand il parle de la beauté, il dit là aussi, c'est le classique et l'insolite. C'est-à-dire, on doit reconnaître, en même temps, on doit être surpris. Le signal, c'était ça. J'aime pas l'architecture gestuelle, j'espère qu'on le voit. Mais là, la commande, c'est un signal. C'est-à-dire s'adresser à une population qui ne rentre jamais dans un musée, qu'on a laissé un petit peu dehors de tout ça. Et là, il fallait simplement lui dire, voilà, cet objet est bizarre, est-ce qu'il est laid, est-ce qu'il est beau, on ne sait pas trop, comme une œuvre d'art contemporain, c'est-à-dire qu'on est toujours un petit peu
on ne sait pas trop quoi penser, on n'ose pas dire. Et là, tout à coup, il fallait faire entrer des gens qui n'avaient pas cette habitude de forcer la porte. Et ça marche, ça marche. C'est un lieu extrêmement populaire, extrêmement fréquenté, par une population, évidemment, à Montreuil, c'est une ville où il y a beaucoup d'artistes. Hein. C'est la ville qui cotise le plus à la Maison des artistes. C'est comme ça qu'on sait que c'est la ville où il y a le plus d'artistes en France. Mais n'empêche que les gens qui fréquentent ce lieu-là ne sont pas des artistes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mélange de population. Et le signal est indispensable. Mais là aussi, c'est un centre d'art contemporain, donc c'est pas un musée. C'est-à-dire qu'il y a autant d'humour dedans que de réflexion. Enfin, voilà, c'est un peu... Donc le fait de voir tout le temps du mouvement en haut, ça ne perturbe pas en rien les œuvres, quoi. Ça peut être considéré comme une intervention, de la même façon que ce qui est montré. Mais sinon, là, j'ai pas voulu montrer, justement, parce que j'ai pas voulu aborder la question de la lumière. Et je dis toujours, la question de la lumière, c'est pas une question, c'est une réponse. Hein. C'est comme la beauté, c'est toujours une réponse. Et il s'agissait aux Arts Déco, ou à Sarbo, ou à Cluny demain, toujours on est là pour les œuvres, on n'est pas là pour autre chose, quoi. J'utilise le même vocabulaire que dans les paysages ou quand j'interviens là, quoi. C'est-à-dire, on est là aussi pour voir et regarder et rendre hommage à ce qui nous accueille, quoi. Des espaces publics. Ce que je voulais savoir, c'est justement comment tu intègres cette question du reflet et de la maîtrise de cette lumière. Évidemment, il y a la lumière naturelle qui est magnifique, on le sait, mais comment tu fais le relais? Est-ce que ça, tu as pu le gérer justement, puisque on a bien senti ta méfiance sur la question des grands projets. Est-ce que à cette échelle-là de l'espace public, tu as pu justement ce travail avec Orma, ces jeunes architectes très brillants qui font équipe avec toi, est-ce que tu as pu justement développer ça? Oui, parce que là je reviens, j'ai commencé mon métier d'architecte, tu sais très bien, à Fréjus. C'était le premier à m'avoir publié. Oui. Et donc sur la lumière méditerranéenne. Il faut le dire, c'est le cimetière des soldats d'Indochine. Hein, voilà, c'est ça, c'est une nécropole. C'est un sujet qui peut paraître ingrat, mais là vraiment, pour le coup, la matière première, c'était la lumière méditerranéenne, quoi. C'était un lieu et c'était 3 hectares comme ça face à la mer. Et effectivement, je suis passé de l'autre côté de la Méditerranée puisque on a un projet avec Orma, qui sont des jeunes architectes qui viennent d'avoir les AJAP, sur un projet, c'est l'aménagement d'une grande place, qui est la plus grande place d'Ajaccio, où on construit une halle. Et c'est vrai que là aussi, ce sujet est revenu comme ça, la lumière méditerranéenne. Donc il y a un grand bâtiment qui nous protège de cette lumière. Il y a de la végétation, il y a... Voilà, c'est vrai qu'on ne pense même pas à la lumière artificielle, pour le coup, alors qu'il y en a, bien sûr, dans la halle. Il y a la halle, il y a l'éclairage extérieur, mais c'est vrai que c'est le sujet, quoi, c'est le sujet. Et là, je ne mettrais pas ça dans les grands projets, je mettrais ça dans les moyens projets. C'est-à-dire que ceux sur lesquels on peut encore... aborder ça de façon poétique. D'ailleurs, le sujet s'y prête complètement, quoi. C'est un lieu c'est un lieu de repos, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de commerce, c'est un lieu de leur respiration pour la ville. Voilà, c'est des vrais sujets, quoi. La fonction d'une place ou d'une halle de marché est quand même assez limitée, mais par contre, c'est un des lieux qui va marquer la ville, quoi. Et après, il y a d'autres grands projets, mais c'est un peu plus compliqué, où effectivement, parler de la question de poésie, c'est un peu plus difficile, quoi, parce que ce n'est pas le sujet.
Est-ce qu'il y aurait encore des questions, des interventions? Je n'en vois pas. Alors, on va déjà remercier Bernard pour cette conférence. Alors, merci pour le Caravage. C'est toujours un bonheur à commencer avec le Caravage. C'est vrai que c'est une habitude. Il est fort quand même, Bernard. Bon, en effet, donc il est passé par Rome, on voit bien et tout. Mais voilà. Et une question que j'aurais aimé te poser ou que quelqu'un te la pose, c'est ça t'est jamais passé par la tête d'avoir envie de dessiner peut-être une lampe? Parce qu'on a vu le travail que tu as fait à la Villa Médicis. Est-ce que tu n'aurais pas, là, dans tes carnets, là, des petites choses, vous savez, juste ce petit éclairage fin? T'as pas continué? T'as pas... J'ai pas eu la prétention de les montrer, surtout. Mais... Donc, ils existent? Ah, bien sûr, ouais. Ah. Non. En fait, souvent, on fait des objets parce que ceux qu'on trouve ne nous plaisent pas. Et je trouve que moi, à l'origine, je voulais être designer, en fait. J'ai commencé comme ça. Et puis, comment dirais-je, je me suis aperçu que, paradoxalement, c'était plus facile de faire de l'architecture. Parce que, oui. Oui. Parce que essaye de dessiner une chaise. Tu vois, j'aurais une très jolie chaise, là. C'est extrêmement compliqué. Parce que tu es tout seul face à la chaise. Alors qu'un bâtiment, l'avantage, c'est que tu as un commanditaire, tu as un lieu, tu as plein de choses avec qui ou quoi dialoguer. Et une chaise, tu peux pas, tu es là face à toi-même. Tu veux dire qu'avec une chaise, on n'a pas de contexte, c'est ça que tu veux dire? Exactement, voilà. C'est exactement ça. Et que tu n'as pas de contraintes, surtout. À part dire... Des contraintes physiques, quand même. Oui, mais bon, je veux dire, mais même techniquement, c'est très, très compliqué, une chaise. C'est très, très compliqué. Et surtout, tu as devant toi 300 000 exemples de réussite. Et tu te dis, bon, je ne vais pas m'y mettre, quoi. Et l'avantage d'un bâtiment, c'est que tu es le premier à arriver sur ce lieu. Ou d'autres sont là, mais tu dois le compléter, tu dois raconter la fin de l'histoire. Ce que j'aime bien dans le cas, par exemple, de certains bâtiments comme Montreuil, le bâtiment modeste, ou Versailles, qui a une certaine notoriété, c'est que tu racontes, tu dialogues avec des architectures de notre époque, tu prolonges une histoire, tu t'inventes un scénario, et ce scénario, c'est le dialogue, c'est ça. Une chaise, non, c'est pas possible. Moi, j'ai passé, justement, quand j'étais à Rome, des heures, mais je sais plus quand. Et là, j'ai arrêté parce que c'est trop dur. Hein. C'est franchement trop difficile, quoi. Et moi, je ne crois pas. Il y a certains qui disent l'architecte, il va de la cuillère à la ville. Non. Moi, je m'arrête à la cuillère. Hein. Non, mais il faut. Non, mais c'est. Voilà. Mais peut-être un jour, je les montrerai. Bon, mais à mon avis, il a... Oui. Non, mais c'est très drôle parce que, à t'entendre, je me disais depuis tout à l'heure, il y a quelque chose que moi-même j'ai vécu et que je n'arrive pas à analyser. Mais là, depuis quelque temps, j'ai la chance de travailler sur des palimpsestes, c'est-à-dire travailler par rapport à des architectes qui n'existent plus ou des maîtres d'ouvrage qui n'existent plus. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Et il y a du coup quelque chose d'assez mystique. Moi, je me souviens quand j'avais fait le travail de la pose du Louvre. Et je pensais Julien Guadet, je discutais avec lui tous les soirs pendant 2 mois, 3 mois, et je vivais Julien Guadet, et on m'a empêché de faire ce projet, mais toujours est-il que depuis, je travaille toujours avec lui, et c'est drôle comme en fait on a besoin de se créer des personnages qui comme ça fait un fil conducteur, mais je pense que quand même le rapport, comment dire, à la vraie vie quand même, à un moment donné, ça a aussi du sens, c'est-à-dire que de passer dans ce dialogue un peu mystique avec des raisons profondes qui font que la création a du sens, à un moment donné, je pense la confronter aussi avec l'énergie en fait de notre société. Il y a cet aller-retour qui, je pense, est quand même très riche et très intéressant. Mais là, vraiment, cette conférence, elle vient me faire prendre conscience du grand confort et de la grande chance qu'on a quand on peut continuer un bâtiment qui a été initié par un autre. Oui, certainement. Alors là, oui. D'ailleurs,
le conservatoire bleu, c'était le premier bâtiment d'une ZAC, près de la gare de Lyon, j'ai oublié le nom. Et là j'étais un peu gêné parce que, effectivement, voilà, t'as presque rien autour. Ce que tu vois autour de toi, c'est un peu triste. Et alors, cette idée du miroir intérieur est venue de là. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se reflète que soi-même. Et presque une façon de vouloir établir un dialogue avec soi-même, c'est ce qu'on appelle un monologue. Mais bon, on va quand même garder l'image du dialogue, ce qui est plus belle. Mais voilà, c'est tout à fait ça. C'est que je trouve, moi aussi, que c'est beaucoup plus facile de travailler dans des contextes où tout est déjà là. Et moi, je dis même des lieux finis, on n'a pas besoin de nous, quoi. Donc, c'est comment s'imposer, comment exister là où on n'a pas besoin de nous. Les ZAC, c'est peut-être pour ça que je ne fais pas de logement, Francis, mais les ZAC, c'est vrai que j'ai du mal, parce qu'à partir de quoi on commence, sur quoi on s'appuie. Et ça, j'avoue que c'est très, très difficile. Travailler en centre urbain, en centre-ville, ça va, on a un peu d'intuition, on a un peu de réflexion, on y arrive. Mais dans le désert, construire un objet dans le désert, ça va être l'horreur. Hein. C'est une chaise, quoi, on fait une chaise. Moi, je voudrais juste ajouter, c'est intéressant ce que tu disais, et c'est vrai que cet aspect mystique que tu évoques, en fait, mais il n'y a pas que le mystique dans ça. Par exemple, moi, j'ai eu la chance de visiter avec Bernard le projet de Saint-Mexan, l'école, donc la piscine, qui était la piscine des officiers de l'école de Saint-Mexan et qui était complètement abandonnée, une Woutenbi que personne connaissait. Enfin, c'était triste dans un village où on peut même pas prendre un café parce qu'il n'y a plus personne sert de café. Enfin, un gros bourg. C'est une intercommunalité et en fait, il y a ce projet qui travaille et en même temps, les gens redécouvrent la médiathèque et ça devient un lieu social extrêmement fort. Donc c'est vrai que c'est aussi important ce type d'équipement parce que tout d'un coup, ça fédère quelque chose et ça redonne une vie à ce centre-ville qui mourait véritablement. Ça amène des gens et visiblement, bon, le jour d'inauguration, les gens étaient très très contents. Et c'est un lieu qui vit bien. Et ça, c'est aussi un acte social extrêmement fort, avec des matières, avec un dialogue et avec tout ça. Et par rapport à la réflexion que tu faisais sur le logement social, je pense, enfin, puisque là, il y a des jeunes architectes, mon sentiment à moi, c'est que vraiment les jeunes architectes doivent travailler sur cette sorte de réflexion avec un propos narratif et surtout arrêter de faire des choses avec des effets de couleur, des post-it et tout, parce qu'il n'y a pas de fric. C'est vraiment une réflexion parce qu'il y a des choses qui sont des choses de peu de moyens qui peuvent avoir une poésie extrême et c'est ce que les gens méritent. Donner du luxe là où les gens sont socialement ont besoin de ça, c'est extrêmement important. Donner de la narration, donner tout ça. Et c'est pas que mystique, c'est vraiment un vrai truc, quoi. Merci. On va se quitter sur cette remarque sur le logement, hein, parce que le débat n'est pas clos, hein, loin de là. Vous savez qu'ici, c'est le laboratoire du logement. Je voudrais vous inviter dès lundi à revenir ici pour écouter Simon Tessou. Alors Simon Tessou, très différent, profil très différent. Il n'est pas passé par l'Académie de France à Rome, mais lui... c'est un architecte, on pourrait dire, vous savez comme on dit le médecin de campagne, c'est l'architecte de campagne, il est toujours sur la route, il est toujours au fin fond des territoires, aller travailler avec des maires, avec des clients, pour travailler sur des granges, sur des choses, une petite architecture magnifique, magnifiquement dessinée, toujours très située, bref, un régal, ça c'est lundi soir. Et le lendemain, ici même, donc, le duo infernal, Éric Lapierre et Office, voilà. Donc, ça va commencer par un débat très, très sérieux sur l'économie de moyens. Voilà, ça en ravira plus d'un déjà ce soir ici. Et puis, suivi de quelques modulations, parce que les modulations seront architecturales, puis après, elles seront musicales. Donc, avec un grand guitariste qui va venir ici. Donc, ça, c'est mardi soir. Donc, lundi soir, la campagne. Mardi soir, la musique et l'économie de moyens. Voilà. Merci Bernard pour ce régal de ce soir. Et puis, à très bientôt.